J'ai avec moi dans ce studio Fabrice de la librairie Les Bulles de Vienne, que je salue. Salut Fabrice. Salut Jean-Michel, salut à tous. Alors tu n'es pas là pour les coups de cœur de la librairie cette semaine, mais tu es venu avec un invité. C'est quelque chose que l'on fait de plus en plus souvent et on prend grand plaisir à recevoir des auteurs, des dessinateurs de BD. Et aujourd'hui nous avons un dessinateur qui s'appelle Éric Maltête, qui est avec nous et que je salue. Bonjour. Bonjour. Qui a bravé nos 3 étages. Et alors quand tu m'as proposé cette émission, Fabrice, tu m'as dit attention, c'est une sommité dans le monde de la bande dessinée. Il va falloir que tu t'expliques devant lui maintenant. Oui, alors déjà, premièrement, je remercie les éditions Fluide Glacial. Oui. C'est un projet qu'on a monté avec eux de faire venir Éric. Donc en effet, pour moi, Éric, c'est quelqu'un d'important dans ma culture de BD. Même si je suis très vieux, il va me dire que ça lui rappelle son âge à lui. Voilà. Non, mais voilà. Et Éric Maltête, c'est quelqu'un que je suis très très heureux de recevoir. Et on va parler un petit peu de toute sa carrière et d'une lignée de dessinateurs de BD familiaux. Voilà. On peut dire ça, oui. On peut dire ça, peut dire ça, oui. Alors aujourd'hui, on va dire qu'il est là pour une bande dessinée, moi, qui m'a ravi, et par les temps un peu anxiogènes, les temps un peu difficiles qu'on vit depuis des mois, voire peut-être même des années. Ça fait du bien de lire Fuck the Tourist, The avec un Z. Oui. Alors, Fuck the Tourist, alors, pour info, la petite anecdote, c'est qu'on a fait une vitrine spéciale Fuck the Tourist. Et sympa, qu'on peut dire que touristique. Tous les touristes n'ont pas l'humour de Fluide Glacial, parce qu'on a eu quelques réflexions et quelques photos désagréables. Donc je pense qu'on va être sur les réseaux sociaux comme étant une librairie... je m'excuse, mais de merde, parce que... Non, mais tu rigoles ou c'est vrai? Non, c'est vrai. C'est vrai. On a certains qui ont vraiment rigolé, qui l'ont pris en photo, et d'autres qui ont moins rigolé, qui l'ont pris en photo. Voilà. Mais oui, on reçoit pour Fuck the Tourist. Alors, faut aussi rappeler que c'est les 50 ans de Fluide Glacial cette année, et que d'arriver sur cette année, on espère qu'on montera d'autres projets avec Fluide Glacial pour fêter leurs 50 ans. Mais recevoir Éric dans ce cadre-là, c'est aussi pour nous hyper important. Alors moi j'aimerais juste lire une phrase qui est en 4e de couverture de ce Fuck the Tourist. La BD qui démolit le surtourisme à grand et joyeux coups de perche à selfie. Tant va le touriste à l'étranger qu'à la fin il les lui brise. C'est le résumé parfait de cet album. Ouais. Alors la particularité, mais on va laisser aussi un petit peu la parole à notre invité, sinon il va se dire pourquoi je suis venu si je parle pas. C'est que Éric habite en Espagne, à côté d'Alicante, que Zidrous, son scénariste, habite aussi en Espagne, et que pour bien connaître cette partie de l'Espagne, mais même malheureusement toute l'Espagne, il y a un vrai surtourisme. Est-ce que c'est ça le point d'espoir de votre album ? Ça, c'est évidemment pour une grande part du vécu, bien entendu. Benoît en fait habite près de Malaga, donc c'est bien connu. Malaga est une ville bien touristique. Moi près de Ravea, donc même chose, ville très touristique, et ce depuis pas mal d'années, quoi. Donc on a vu vraiment le tourisme changer de visage et devenir de plus en plus un tourisme de masse, un tourisme bon marché, un tourisme destructeur. Enfin il y a un moment où ça commençait à vraiment nous les briser, si on peut dire, et on s'est dit, bon, un de ces jours, on en fera quelque chose, quoi. Donc, mais c'est assez naturellement, Benoît m'a dit, on va faire un petit truc pour Fluide, entre deux trucs, et on ferait bien un truc sur les touristes. J'ai dit, oui, tout de suite, ça a été vraiment de grand cœur, et oui, c'est un peu le point de départ, c'est notre situation actuelle. Et puis bon, de toute façon, c'est un constat général. Je veux dire, on n'est pas les seuls à le constater. Je veux dire, il ne se passe pas un jour où la presse ne parle pas des problèmes de surtourisme, des problèmes de consommation d'eau, les problèmes de pollution, les problèmes de violence, enfin tout ça. Bon, nous on le traite sous le jour de l'humour. Mais voilà quoi, avec parfois quand même un petit côté grinçant, quoi, on peut le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les touristes ne respectent pas grand-chose quand ils sont en vacances? Je voudrais pas généraliser les touristes, parce que le tourisme quand même fait vivre l'Espagne. C'est le deuxième employeur de l'Espagne, le tourisme. Faut pas l'oublier. Mais le tourisme amène des phénomènes désagréables comme par exemple la possibilité de se loger, par exemple pour les gens qui travaillent. Donc vous avez des gens qui travaillent pour servir le tourisme et qui ne trouvent plus de logement parce que les logements sont loués aux touristes et les logements deviennent trop chers et inabordables pour les gens qui rendent des services à ces mêmes touristes. Et ce genre de choses-là sont très agréables. Ça, c'est assez nouveau, quoi, en fait. Ouais, il y a quelques temps, j'ai entendu un reportage d'un professeur d'une 50aine d'années à Malaga
qui avait été expulsé de son logement pour qu'il devienne un Airbnb, et malgré qu'il soit professeur depuis plus de 30 ans, il ne trouvait pas à se loger. Les loyers sont faramineux, et donc on se retrouve à des cinquantaines de kilomètres pour trouver à se loger. C'est un vrai souci. Ça arrive en France aussi, maintenant. Oui. En fait, maintenant, tous les gens qui travaillent dans le tourisme doivent avoir une voiture, ils ne peuvent pas vivre sur place, c'est impossible. Ouais. Et la plupart des gens que je connais, ma propre fille a travaillé, a fait ses étés dans les bars à Ravea. Heureusement qu'elle pouvait loger chez nous. Parfois, on logeait même des amis à elle parce qu'elle n'arrivait pas à se loger, quoi. C'est assez particulier. Puis, alors en plus, il y a tellement de sujets autour du tourisme à développer, mais dans les excès, il y a aussi ce nouveau phénomène qui s'appelle les influenceurs ou les influenceuses. Et ça, c'est particulièrement vraiment terrible. Pour exemple, une petite crique où on allait, mais depuis des années, avec ma femme, ma fille, la famille, les amis, très peu fréquentée parce que le tourisme de l'époque préférait les plages de sable pour aller nager avec des petits bars à côté et tout, et puis tout d'un coup, c'est découvert une appétence pour les trucs un peu différents. Et sur cette petite plage ou cette petite crique où on allait, où il y avait quasiment jamais personne, il y avait pour notre malheur des jolies petites maisons de pêcheurs, avec une notamment qui avait une petite porte peinte en bleu. Et un jour, un influenceur s'est photographié devant la petite porte bleue, et depuis, cette plage est remplie de touristes qui font la queue pour se faire photographier devant la petite porte bleue, quoi. Et si tu mettais une porte bleue devant une décharge, tu crois qu'ils iraient ? Je pense qu'avec un petit peu... Le tout, c'est d'avoir le bon influenceur au départ, qui lance le mouvement. Nous deux, ça marchera pas, je crois. Non. Je rappelle quand même qu'il y en a qui le font aussi quand ils vont visiter Auschwitz, quoi. Bien sûr, Ils ne peuvent pas s'empêcher, on le voit, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ça. Ce qui est hallucinant, on se demande s'ils ont un truc dans la tête, en fait. Je tiens à préciser que tout ce qu'on a mis dans ce bouquin est authentique. Oui, bien sûr. Avec évidemment le côté de l'humour, bien entendu. On en rit, bien sûr. Mais Auschwitz, vous allez sur Internet, vous tapez selfie Auschwitz et vous allez voir. C'est terrible. L'image, c'est effrayant, quoi. Ouais. C'est effrayant. Les gens n'ont qu'une retenue, aucun... Enfin, les gens, je ne dis pas tous les gens, mais certains ont vraiment un manque de retenue flagrant, c'est certain. Vous les appelez les crétins Instagram, d'ailleurs. Oui, c'est Benoît, mon scénariste Zidrou, qui a imaginé des nouveaux réseaux sociaux, notamment il y a crétin Instagram, et puis il y a aussi une chaîne de location à distance, donc j'ai oublié le nom, mais enfin attendez... c'est TripAdvisor, mais c'est pas tout à fait TripAdvisor. Mais Fabrice, j'aimerais aussi que tu nous dises un mot sur un autre album que tu m'as fait passer pour préparer l'émission, qui s'appelle Hollywoodland, que Maltête faisait aussi avec son complice Zidrou. Ça, c'est un petit peu plus vieux. Et là, l'édition que j'ai dans les mains, c'est une édition un peu collector qui avait été faite en noir et blanc pour Canal BD. Explique-nous tout ça. Oui, on avait fait à l'époque un tirage sur le premier tome d'Hollywoodland en noir et blanc, parce que le dessin de Eric nécessite un noir et blanc par rapport à ses ancrages, par rapport à ses aplats de noir, enfin voilà. Et là, Hollywoodland, c'est des destins un peu tragiques du cinéma. On est moins dans l'humour un peu potage de Fuck the Tourist, on est dans quelque chose d'humour noir, en fait. Ouais. De ce monde des étoiles d'Hollywood, et beaucoup se sont écrasés par terre. C'est-à-dire qu'elles ont eu leur nom sur le trottoir parce qu'elles sont tombées de haut, quoi. C'est le cas de le dire. Oui. Ça commence comme ça d'ailleurs, à peu près, quoi. Ça commence avec l'histoire authentique, sauf que nous l'avons un petit peu aménagé à notre sauce d'une starlette, en fait, qui à l'époque c'est comme beaucoup de starlettes de réussir à Hollywood, et s'est fait exploiter, s'est fait user, tout ce qu'on peut imaginer, et a terminé par se jeter du haut du H de Hollywood sur la colline. On commence comme ça, histoire de mettre une ambiance rigolote dans l'album d'entrée de jeu. Non, en fait, il y a une histoire avant qui est assez drôle, mais en fait, c'est pour donner une idée de le ton, c'est que on rit, on parle de choses sérieuses aussi, quoi. Donc, en fait, ça parle de tous ces gens qui font que Hollywood existe,
mais qui ne sont pas des acteurs, qui ne sont pas des réalisateurs, qui ne sont pas des producteurs. Ce sont les petites mains, ce sont les gens qui cousent les costumes, ce sont les figurants, ce sont toutes ces personnes, et plus d'autres personnes beaucoup moins recommandables, évidemment, qui gravitent autour du cinéma. On s'est dit que ce serait amusant de parler, en fait, on allait parler des 100 ans d'Hollywood. C'est sorti exactement au moment où Hollywood fêtait ses 100 ans. Et on s'est dit comme hommage pour les centenaires d'Hollywood, ce serait assez sympa de parler de ce qu'il y a sur le côté, de ce qu'il y a derrière, des gens qui font vivre l'industrie du cinéma américaine. Et Benoît excelle dans ce genre de récit, un peu aigre-doux. C'est caustique, oui. Parce que c'était quand même trash. Moi, j'ai lu quelques trucs sur les bas-fonds d'Hollywood dans les années 50-60. Les livres de Kenneth Anger, notamment, qui racontaient des trucs sur le milieu du cinéma, mais qui étaient insensés, quoi. C'était vraiment... c'était infréquentable, presque. Bon, ça, c'est pas fort amélioré, hein. Je veux dire, quand on voit ce qui s'est passé dernièrement, je pense que quand il y a de l'argent, quand il y a de la starification, etc., il y a toujours des dérives, forcément, quoi. Donc, oui, c'est trash, mais de notre côté, bon, ça parle de quoi, hein. Hollywood, c'est le cinéma, bon, ça parle de l'être humain, de l'espèce humaine, et l'espèce humaine n'est pas nécessairement rose, donc... oui, trash salé parfois. Et Hollywoodland, c'était une volonté commune de Zidrou et de toi, parce que vous êtes passionné de cinéma. Il y a une grosse culture cinéma derrière tout ça. J'oserais pas dire une grosse culture cinéma, mais quand même un peu, quoi. Je veux dire, on aime beaucoup ça, et c'est la culture de l'image, en fait, hein. Donc, quelque part, quand on fait ce métier, on est influencé par ce qu'on voit, et on nourrit notre métier au travers de plein de médias, mais beaucoup le cinéma, entre autres, hein. C'est clair et net, oui. Alors, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que la particularité de ces albums, que ce soit Fuck the Tourist ou que ce soit Hollywoodland, ce sont des petites histoires courtes. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ça paraît dans le magazine de Flux Glacial et qu'on n'est pas dans une histoire construite. Donc, c'est une particularité, c'est une histoire en très peu de pages et on doit, donc ce qui est assez complexe à faire en termes d'écriture en général, c'est-à-dire d'aller à l'essentiel en très peu de pages, et en termes de dessin, c'est pas permis, voilà. C'est un sacré exercice. C'est un sacré exercice en termes de dessin, en tout cas, en termes d'écriture bien entendu, mais en termes de dessin, ça veut dire que quand Benoît me dit tiens, là on va faire une histoire chez un dresseur d'animaux, Eric il part sur internet avec son petit baluchon, il va chercher des animaux, des photos, des documents, il me dit ça se trouve dans telle zone d'Hollywood, ok, ça va, on va chercher des documents et on construit tout un univers pour 5 pages, quoi. Avec de nouveaux personnages pour 5 pages ou 4 pages. Moi, l'édition là que j'ai, donc cette édition collector qui avait été faite par Canal BD, elle est en noir et blanc. Je n'ai pas vu moi la version couleur. J'imagine que ça doit quand même être très différent et on doit peut-être avoir une lecture différente. Vous qui avez dessiné cet album, vous aimez autant l'un que l'autre ? Oui, mais d'autant plus que on était bien conscient avec Benoît qu'il fallait faire quelque chose d'un peu spécial, d'un peu original et qui fasse penser à l'époque, en fait. Là, on est juste dans l'après-guerre, on est 1948, 1950, dans ces eaux-là. Et on s'est dit, il faut vraiment que ça rappelle cette époque-là. Et ce qu'on a fait, c'est imaginer des codes couleurs un peu particuliers. Mmh. Et l'idée que j'avais au départ, c'est puisqu'on est en Amérique, c'est de se dire, tiens, on va essayer de s'inspirer des couleurs des comics américains dans ces années-là. C'est-à-dire des couleurs pourries, c'est-à-dire très peu de couleurs, très peu de contrastes, etc. Et en fait, c'est une manière de donner, de garder la beauté, entre guillemets, la beauté du noir et blanc. Mmh. Et il se fait que chez Fluide, il y avait un gars qui travaillait, qui s'appelait Philippe Horry, qui est un gars formidable, à qui j'ai expliqué le truc, et qui a tout de suite a compris le truc, et en partant de l'idée que je lui ai dit tu as droit à 3 couleurs par histoire et 3 déclinaisons par couleur. Donc en fait il y a droit à 9 couleurs en tout pour faire chaque épisode et c'est ainsi qu'on a fait des couleurs que vous n'avez malheureusement pas vues mais qui pour moi sont extraordinaires, quoi.
Alors j'en ai quand même quelques-unes parce que dans cette édition limitée, Fabrice, d'ailleurs est-ce qu'il en reste en librairie? Oui, on en a J'en quelques-unes. avais quelques-unes. Ah, parce que c'est une édition, je viens de voir, numérotée en Oui. plus, et dans laquelle il y a en cadeau, on va dire, des planches, 2 planches, où on voit, alors là, de la couleur pour le coup, et effectivement, on retrouve bien ces couleurs un peu de l'époque. C'est vraiment très beau, magnifique, quoi. Oui, c'est un projet qu'on avait monté, Canal BD et Fluide, voilà. Donc j'en suis à l'origine en plus, parce que c'est moi qui m'occupais des relations avec Fluide à l'époque. C'est vrai. Ah ben merci. Ouais, donc Merci. voilà. Parce que je dis merci parce que Je suis parti avant le tome 2. merci parce que franchement, ça a été un beau cadeau pour moi, quoi. Je veux dire, j'adore parce que c'est rare de voir ces dessins imprimés comme ça en noir et blanc et en plus format un peu plus grand. C'est un vrai bonheur, quoi. Un vrai bonheur. Pour revenir sur Hollywoodland, tu l'as dit, la particularité c'est que quand tu es dessinateur, que tu crées un personnage et ton histoire, bah, tu fais tes recherches graphiques, tu cherches tes personnages et puis au bout d'un moment, des fois certains auteurs vont te dire à partir du tome 2 ou à la fin du tome 1, je commence enfin à maîtriser mon personnage. Voilà. Là, t'as que 5 pages pour le faire, donc c'est une sacrée pression. Non, non, c'est un jeu en fait, c'est un jeu, c'est un jeu. Et en plus, bon, comment dire, avec l'âge et l'expérience, j'ai appris que rien n'était jamais terminé, que rien n'était jamais vraiment bouclé. Et donc, en gros, j'avance en fait dans l'histoire, j'essaie de faire du mieux que je peux. Mais s'il m'arrive de voir qu'un dessin ne me plaît pas, un personnage ne me plaît pas, je n'ai aucun problème à revenir en arrière, à le recorriger, à le redessiner, à le refaire. Tu travailles en tradi ou tu travailles sur numérique? Non, je passe en numérique depuis une dizaine d'années maintenant. Ce qui permet d'effacer, de repartir? Ce qui facilite la tâche. On le faisait avant. Avant, on prenait son cutter, on coupait un morceau du dessin, puis on mettait on collait une rustine et puis on redessinait. Là, maintenant, il suffit de... Mais en gros, bon, mais c'est toujours le même processus, c'est-à-dire que la technique est moins contraignante, on va dire. Mais l'outil que j'emploie en digital, par exemple, c'est essentiellement un pinceau, quoi. Ça fait les mêmes traits qu'un pinceau. C'est quand on le tord d'une certaine manière, il s'effiloche comme un pinceau. Enfin, voilà, mais c'est plus souple. C'est plus souple. Comment vous les créez, ces personnages? Est-ce que vous vous inspirez de gens que vous connaissez? Parce que ceux qui sont sur la couverture, ils ont quand même 2 bonnes têtes de vainqueurs. Oui, on peut le dire. Oui. Qui vous inspire pour la création de ces personnages? Pascal Pro. Non, pas vraiment. Non, pour l'esprit. Je rentre, je me mets dans un état méditatif et je me dis à quoi ressemble un gros beauf qui va à Venise et qui va détruire, et qui va graver son nom sur la porte d'un monument historique. Alors je rentre en moi-même et puis je sors le personnage. Non, vraiment là, pour le coup, comparé à Hollywoodland, ça va beaucoup plus vite. Quand il s'agit de trucs un peu trash, ça sort plus facilement en fait. Moi j'avais juste une question parce qu'il y a quelques animaux dans cette bande dessinée. Pour un dessinateur, c'est une question un peu débile. C'est pas très grave. C'est plus difficile de dessiner des humains ou des animaux parce que les animaux sont magnifiquement représentés, je trouve, dans cet album. Je souffre beaucoup pour dessiner les animaux parce que en fait j'ai une plus grande formation à dessiner les humains que les animaux. Donc en gros c'est une question d'entraînement. Maintenant, à partir du moment où on a assez bien dessiné des animaux, on finit par savoir les dessiner. Je pense que il n'est pas plus difficile de dessiner des animaux ou des humains. Pour moi, je préfère dessiner des humains, carrément. Et il paraît qu'il est très difficile, je ne sais plus qui nous disait ça, Fabrice, tu as peut-être meilleure mémoire que moi, de dessiner les voitures. Alors les voitures, si tu aimes la technologie, c'est très simple. Si tu n'aimes pas, c'est un calvaire. Non, je crois que ce qui est très difficile, ce que disent beaucoup de dessinateurs, je sais pas, Eric va peut-être me confirmer, c'est dessiner des chevaux, c'est compliqué, et des vélos. Ah oui, les vélos. Le vélo. Alors, puis quand il passe après le maître Franquin qui dessine des vélos, tu vois le mec qui se tord dessus. C'est plein de vide un vélo et c'est dur de dessiner du vide. Alors, je me souviens pas s'il y a des vélos. Je me souviens pas s'il y a des vélos là du coup. Non, on évite. Chaque fois qu'un scénariste me met des vélos, je l'insulte. Donc en gros, il y a des motos par contre. Oui, ça j'en ai dessiné beaucoup des motos en fait. J'ai fait il y a des années. Pour un autre éditeur, une série qui s'appelait Sam Speed. C'était une bande dessinée qui avait été initiée par un ancien scénariste à moi, Stéphane Coleman.
Et c'était des histoires de moto, donc j'en ai fait beaucoup. C'est plus facile. Ouais. Il y a moins de vide. Il y a moins de vide. Bon, il faut qu'on parle quand même. Tu l'as dit au début de l'émission, pourquoi j'étais content de recevoir Eric, c'est que Eric, t'as combien d'albums à ton actif aujourd'hui? Un peu plus de 30, je crois. Une trentaine, voilà. Ouais. Beaucoup de... Il va pas le faire, mais d'habitude il le fait. C'est-à-dire qu'il demande d'où vient la passion du dessin et pourquoi la passion du dessin. Je crois que pour toi, c'est une lignée. Pour faire court, mon papa était dessinateur de bande dessinée et il faisait partie de la fameuse bande des quatre, c'est-à-dire Franquin, JG, Maurice et Will. Mon père, c'est Will. Et tu fais tondu. Bah, regarde, il s'est déguisé. Hein, il l'a fait exprès. C'est un hommage. C'est un hommage. Voilà, écoute, vous deux, vous faites la peur, je Voilà. peux le dire, franchement. Oui, voilà, c'est ça. Et bon, moi, je suis né dedans, en fait. Je suis comme Obélix. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et pourtant, moi, j'en reprends régulièrement, contrairement à Obélix, quoi. Donc, j'ai coutume à dire que j'ai sauté sur les genoux de Franquin et de Peyo, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Les copains de mon père, c'était ces gens-là, quoi. Ils passaient à la maison, ils faisaient des grosses bouffes. Ma mère faisait très très bien manger, donc ils faisaient des grosses bouffes. Ils mettaient la musique sur la radio, hein, et puis ils dansaient. Enfin bon, je me souviens de moi en pyjama qui ouvrait la porte et je voyais tous ces adultes en train de faire la fête, de danser. Voilà, c'était une petite ambiance sympa des 60. Ça veut dire que vous devez avoir une belle collection de bandes dessinées si vous avez vécu tout ça. J'en ai pas mal, mais pas tant que ça finalement. Hein. J'en ai pas tant que ça, quoi. J'ai quelques trucs assez sympas. Hein. J'ai un très beau poster de Gaston qui est signé avec une dédicace de Maurice, Peyo, Franquin évidemment, mon père, Francis, ils sont tous sur le même... Robin, tous sur le même truc, quoi. Mais j'ai très peu de choses comme ça. Bon, j'ai quelques belles choses au mur, hein, évidemment. Voilà. Ouais. Et donc du coup, c'est devenu une évidence que tu allais faire du dessin. T'as suivi une formation ou à l'époque, on n'avait pas de formation, c'était sur le tas. Eux, en tous les cas, c'est la génération qui avait des fois fait plutôt du dessin industriel pour basculer sur de la bande dessinée. Ton parcours, du coup, c'est... Mon parcours, c'est qu'encre. Non, ancré. Ancre, oui, pardon. Oui, encre, oui, encre, Eric, encre. Non, et donc, l'histoire, c'est que, bon, en fait, après avoir redoublé ma troisième en secondaire, j'ai dit à mon père, attends, franchement, moi, ce que j'aime, c'est le dessin. Il m'a dit, écoute, Eric, tu veux dessiner? Pas de problème. Mais dans ce cas-là, il faut le faire sérieusement. Et il m'a dit, bon, ben voilà, l'année est terminée, septembre, je t'emmène aux Beaux-Arts à Bruxelles, tu commences aux Beaux-Arts à Bruxelles, quoi. Et j'avais juste l'âge, j'avais 15 ans, et je suis rentré aux Beaux-Arts à Bruxelles, j'ai fait 1 an aux Beaux-Arts à Bruxelles. Après 1 an, je m'embêtais, en fait, parce que il faut bien se dire une chose, dans ce genre d'école à Bruxelles, en tout cas, pour avoir le nombre d'élèves suffisant pour pouvoir nommer un professeur, il faut que toute la classe passe. Donc les cours sont dilués, c'est très long, c'est très lent, et il faut que tout le monde ait ses points. Et donc après 1 an, j'ai arrêté, puis j'ai fait des cours du soir de dessin. J'allais courageusement, je partais en train tous les soirs, faire 2 heures de modèle vivant. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et alors sur le côté, je commençais à griffonner mes pages de bande dessinée, et mon père qui voulait me donner des conseils, bon évidemment moi adolescent, je ne voulais pas les conseils de mon père, donc très astucieusement il m'envoyait chez ses copains. Il me disait, tiens, Walteri, il a besoin d'un aide pour faire une histoire complète pour Tintin, tu ne devrais pas lui donner un coup de main, quoi. Et hop, je partais chez Walteri. Et Walteri, il me recevait avec cette bienveillance et m'expliquait des petits trucs dont je me sers encore maintenant, en fait. Hein. Je m'en souviens très bien, des chouettes petits trucs. J'ai été chez JG, comme ça aussi. J'ai été chez Jean-Claude Fournier, quelquefois aussi. Génial, chez Jean-Claude Fournier. J'adore ce gars. Je suis triste de ne pas aller plus souvent le voir, mais voilà. Donc, et ce sont ces gens-là qui m'ont fourni, disons, la base de mon travail. Et ensuite, je pense que c'est un métier, quand on l'aime, où on continue d'apprendre et d'évoluer au fur et à mesure des années. Moi, je continue à m'intéresser au dessin, aux techniques, à évoluer. Et j'accepte volontiers, encore maintenant, les conseils d'amis et de copains, quoi. Je veux dire, si quelqu'un me dit, Eric, ça... tu pourrais le faire comme ça donnerait mieux, je vais le faire encore. Donc on apprend toujours. Mais vous y avez pris goût très rapidement, du coup? Ah oui. Ouais, moi j'ai dessiné, attention, hein, je dessinais quand j'avais... dès que j'ai pu tenir un pinceau, j'ai dessiné, quoi. Donc ça c'est...
Chez moi, ma mère a gardé les dessins que je faisais quand j'avais 5-6 ans. J'ai encore des trucs où je m'appliquais à faire des aplats de gouache parfaits. À l'âge de 5 ans, c'est pas courant. J'aimerais juste poser une question par rapport à ce binôme, donc Maltête et Zidrou. Vous avez quelques albums ensemble, il y en a, je sais pas, 6, 7, quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne si bien ce binôme? Est-ce que vous avez essayé de travailler avec d'autres gens et avec qui ça s'est pas forcément bien passé, peut-être même terminé avant que ça débute? Alors c'est arrivé de commencer, que ça se termine avant ça débute, c'est arrivé quelques fois. Et ça, c'est le hasard qui fait les choses. Le Covid, notamment, a été terrible. Et une collaboration avec un scénariste célèbre qui s'est arrêté parce que le gars, il est parti en dépression, par exemple. Ça arrive. Alors, Zidrou. Mais on se connaît depuis très longtemps, en fait. Et il a écrit des scénarios pour moi, pour mon père, pour des histoires complètes, pour des numéros spéciaux dans Spirou. Il y a bien des années de ça. Et puis un jour, il est venu s'installer en Espagne. Il m'a demandé des conseils pour savoir comment faire pour s'installer. Puis on s'est dit qu'un jour, on collaborerait, qu'on travaillerait ensemble. Et ça s'est présenté comme ça. En fait, dans le courant de la réalisation de Choc, Stéphane Colomban, qui était mon scénariste à l'époque, est tombé malade. Et je me suis retrouvé sans travail. Et c'est chez Dupuis. En fait, ils nous ont littéralement mariés. Ils nous ont dit, mais tu ne ferais pas un truc entre 2 albums avec Zidrou, par exemple, quoi, puisqu'il est espagnol aussi. Chemin de pensée simplifié, et ça s'est très bien passé, quoi. Et c'est là qu'on a sorti L'Instant d'après, qui est un album assez particulier, qui est très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé à faire. Et puis, quand j'ai eu terminé la trilogie Choc, il fallait faire autre chose. Je me suis retourné vers Zidrou, qui a trouvé qui tout de suite m'a dit il n'y a pas de problème, je vais t'écrire un truc. Ça s'est mis très naturellement, très facilement. Travailler avec Zidrou est un plaisir parce que c'est quelqu'un d'excessivement bienveillant, en fait. Et donc, s'il y a le moindre problème, on peut en parler. Si j'ai une envie particulière, je peux m'ouvrir auprès de lui, et il est très tolérant, quoi. Donc c'est un vrai plaisir de travailler avec Zidrou. Mais pour cet album, par exemple, Fuck the Tourist, pour lequel vous êtes là aujourd'hui, comment ça s'est passé au départ? Qui a l'idée? Qui est au service de l'autre, si je peux dire ça? Moi, je suis au service de Zidrou, là, il faut bien le dire. C'est Zidrou qui a amené les idées, qui amène l'humour et le corps de l'album. Au départ, il y a eu un numéro de Flic Glacial spécial tatouage, et c'est là qu'il s'est dit, tiens, on ferait bien un truc avec des touristes. Et l'histoire dans l'album, c'est une histoire en 2 pages de touristes qui montrent leur tatouage de voyage, qui sont bien ridicules, on peut le dire. Voilà, je raconte pas l'histoire, mais ça a tellement bien marché, on a tellement bien rigolé à faire ça que il s'est dit, je vais peut-être en faire encore une. Il a proposé, et mon chef Fluide, ils ont été très chauds tout de suite. Et il a proposé très très rapidement 3-4 scénarios. Et ça s'est fait de manière naturelle, sans planification particulière, quoi. Le seul truc qui était important, c'était on parlait touristes, on désingue touristes, et on s'amuse avec les touristes. Voilà. Mais il y a peut-être matière à faire plusieurs volumes, même, non? Alors le matériel, moi je veux dire, il y a de quoi faire 10 albums, il n'y a pas de problème. Je peux vous assurer que là pour le moment, je pense qu'il y a 3-4 histoires qui n'ont pas été dessinées, certaines qui conviennent peut-être pas pour l'esprit de Fluide. Mais bon, non, moi je serais partant en tout cas, parce que je m'amuse beaucoup à faire ça. Et entre plusieurs projets, ce sont des respirations, des petites histoires complètes, j'aime bien faire ça. Et est-ce que votre entente entre toi et Zidrou, elle est aussi liée au fait que Zidrou, un petit peu comme toi, vous avez été catalogués comme des auteurs qui faisaient de la BD gros nez. À un moment donné, c'était même très péjoratif, à un moment donné, de dire ça. Et puis un jour, on s'est rendu compte que Zidrou, il écrit Lydie. On se dit, waouh, il sait écrire d'autres choses que du Cobu, quoi. Et donc, du coup, il y a aussi cette reconnaissance-là, enfin, d'auteurs complets de bande dessinée. C'est peut-être ça aussi votre lien. On a ça en commun, effectivement. On a tous les deux commencé par des trucs un peu rigolos, bien déconnants, etc. Et un besoin, entre guillemets, de reconnaissance et envie d'aller voir du côté des choses plus sérieuses. Et
et c'est peut-être même pas vraiment un besoin de reconnaissance, c'est aussi un besoin presque physiologique, hein, je veux dire. Ouais, c'est pas vraiment de la reconnaissance, mais en fait d'être sans arrêt dénigré en disant ouais mais c'est de la BD, papa, c'est du gros nez, c'est machin. On s'en fout, nous. On s'en fout, complètement. On est d'accord. Je veux dire, bon voilà, si on doit commencer à faire de l'ostracisme, je fais du gros nez, je fais ceci, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, on fait de la bande dessinée. Tu sais, alors. Il y a un terme qui ne va pas être employé aujourd'hui, c'est roman graphique. Ah, ça me met hors de moi. C'est vrai. Tu arrives à le prononcer. M'énerver, tu parles de roman graphique. Parce que pour moi, quand les gens me disent ça, j'ai dit quand vous allez au cinéma, vous allez voir un film. Quel que soit le contenu du film. Quand tu prends une bande dessinée, tu lis une bande dessinée, quel que soit le contenu. Mais ça fait pas bien de dire bande dessinée. C'est pour les neuneux. Alors on peut aussi définir roman graphique par une manière de faire de la bande dessinée, quoi. Ouais, mais le roman graphique, pour moi, c'est la narration, en fait, qui est un peu différente de la bande dessinée classique. Et aujourd'hui, que tu lises un bouquin, une BD de 300 pages ou un 48 pages gag à la page, ça reste la même lecture. À part, peut-être, moi, ce que j'aime, c'est les monstres, parce qu'elle a inventé une autre narration que de la bande dessinée traditionnelle, mais à part celui-ci, peut-être un ou deux ovnis comme ça, du prétexte que tu as un petit format un peu épais, on t'appelle tout de suite ça roman graphique. Et maintenant, on te propose des romans graphiques pour enfants. Oui, c'est ni plus ni moins ça, hein. C'est une bande dessinée avec un format différent. Voilà, c'est ça. Là, je fais un roman graphique pour le moment. T'es sur un roman graphique, là ? Ouais, je fais un roman graphique. Ouais, excuse-moi, j'aime bien les romans graphiques. Moi, j'aimerais qu'on revienne au gros nez dont on parlait, parce que nous, on adore ça. Moi, je suis fan de Marjorin, par exemple. Ah, moi, c'est génial. Voilà, il fait aussi parfois des gros nez. Mais est-ce que, Fabrice, tu trouves que la bande dessinée s'est intellectualisée depuis quelques années, au point qu'on dénigre un peu ce genre de dessin ? Moi, je trouve qu'on dénigre un peu la BD d'humour. Je t'avais dit qu'on dénigre un petit peu la BD dite classique. Il y a quelques grands classiques qui s'en sortent toujours très bien. Ça va être Astérix, ça va être Beck et Mortimer. Voilà, et parce que il y a une clientèle qui continue à les suivre. Mais oui, aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à aller vendre une BD un peu plus d'humour ou un peu plus juste se poser le cerveau et passer un bon moment. C'est-à-dire qu'il y a l'impression qu'il faut qu'à chaque fois qu'il y a un message dans ce que tu vas voir au cinéma, dans ce que tu lis en roman, c'est presque mal vu de dire je prends un livre, une BD ou un film juste pour passer un bon moment. Tu es jugé. Bref, on est jugé. On a aussi eu de plus en plus des vulgarisations scientifiques par la bande dessinée, du reportage avec la bande dessinée, de la biographie. Je te parle pas des dizaines et des dizaines d'adaptations de romans. Donc à un moment donné, oui, tu arrives avec ta bande dessinée un peu plus classique et traditionnelle, et ben, elle a beaucoup plus de mal à trouver sa place, aujourd'hui en tous les cas. Mais on va continuer à la défendre. Nous, on aime toujours autant ça, en tout cas. Moi, j'ai grandi avec Kebra, avec tout ça, donc voilà. Et ça me manque presque aujourd'hui. Et là, moi, je m'y retrouve un peu dans cet album, hein, franchement, qu'on recommande vivement, Fuck the Tourist, chez Fluide Glacial. Vous nous avez dit, Eric Maltête, que vous vivez en Espagne aujourd'hui. Vous êtes né en Belgique, à Bruxelles. Est-ce que, j'allais dire, quand on est en Belgique, et d'ailleurs, on entend encore un peu l'accent quand vous parlez. Moi, j'ai quelques amis belges, je me fous d'eux régulièrement quand ils disent 8 au lieu de 8, mais c'est très agréable. Il a pas dit Dupuy. Les éditions Dupuy. J'ai dit Dupuy, moi. C'est l'accent espagnol, ça. Non, la question c'était quelle est la place d'Hergé pour un dessinateur quand il est né à Bruxelles et qu'il fait de la bande dessinée? Tintin en particulier, du coup. Je ne voudrais pas parler pour l'ensemble de la profession, mais enfin pour moi en tout cas, Hergé, c'est un monument. Hein, c'est l'inventeur pratiquement, l'inventeur de la narration de la des systèmes de narration de bande dessinée franco-belge en fait. C'est lui qui a créé cette manière de raconter, d'ordonner les cases de telle manière à ce qu'elles fonctionnent bien, etc. Bon, en plus, Hergé est un exemple de rigueur. C'est parfait, Hergé. C'est parfait, Hergé. Donc, moi, je me souviens très bien de mon père qui me disait « Tu veux dessiner des mouvements et tout, regarde un petit peu comment Hergé est fait. » Et effectivement, tous les mouvements sont parfaits. Une scène de bagarre, le gars qui donne un coup de poing, le poing part
comme il faut, il va où il faut, c'est impeccable. Et bon, quand on s'intéresse un tout petit peu à Hergé, et qu'on regarde son travail, bon, et qu'on voit comment il travaille, et que c'est des années de travail, de recherche, de recommencement, de mise au point, etc. Et nous, on en profite en fait maintenant. En fait, on a tout ce travail qui a été dégrossi par Hergé et d'autres, mais enfin Hergé en est un des grands, quoi. C'est un maître, hein. C'est pas que la ligne claire, Hergé, c'est le langage de la bande dessinée aussi, Hergé. Et il y a là c'est au libraire que je m'adresse, Fabrice, il y a toujours une actualité quasi permanente, c'est devenu presque un peu, enfin même beaucoup du marketing aujourd'hui, Tintin en l'occurrence, parce que quand je suis passé à la Factory la semaine dernière, j'ai vu des formats carrés de Tintin, et tu m'as dit qu'ils étaient en train de rééditer tous les albums dans ce format-là. Oui, en fait, ils sont en train de reprendre tous les albums, et c'est toute la création de Hergé pour cet album, ses recherches graphiques, son rapport à l'histoire, enfin voilà, c'est crayonné, enfin voilà, c'est l'analyse complète. C'est vraiment pour les fans. Pour les fans, absolument, oui. Alors, oui, c'est une marque, Tintin, ça on le sait, c'est évident. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'on en vend toujours autant, qu'on en vend à des enfants, qu'on a le merchandising de produits dérivés qui est très bien maîtrisé. C'est peut-être aussi pour ça que ça marche, parce qu'il est maîtrisé en fait, et qu'on n'a pas... Il y a de la gestion de rupture, enfin voilà. Et c'est très beau, enfin, vous bien le dire, les miniatures sont vraiment très... C'est magnifique, en effet. Et puis, Hergé, on aime aussi se faire mal des fois avec les polémiques, hein, donc... D'ailleurs, je te poserai une autre question tout à l'heure à Eric sur un autre personnage de la BD. Donc, moi, Hergé, oui, j'étais plutôt Astérix que Tintin. Alors, je vais te dire pourquoi j'étais plutôt Astérix que Tintin. C'est que j'avais un cousin qui avait une collection de Tintin et j'avais pas le droit de les lire. Donc, quand j'allais chez lui, ça m'emmerdait. Donc du coup, donc je me mangeais et je lisais mes Astérix. Voilà. Donc, voilà. Mais le point de départ, c'était plutôt ça. Voilà. Allez, je rappelle que Eric Maltête était notre invité aujourd'hui dans le Croc Show pour parler notamment de Fuck the Tourist, qui est cette dernière bande dessinée publiée par Fluide Glacial avec votre compère Zidrou. Sur quoi vous travaillez en ce moment ? Est-ce qu'il y a d'autres projets avec Zidrou, justement ? Là, on est en train de mettre au point... on est en train de réaliser une bande dessinée pour un autre éditeur. Mais pour le coup, on va sur des trucs beaucoup plus noirs. On reprend un peu le côté noir qu'on avait développé dans Hollywoodland et on le pousse à son paroxysme avec une histoire de serial killeuse dans le direct après-guerre aux États-Unis, dans les bayous du Mississippi. Enfin, c'est bien noir, ouais, c'est bien, c'est une autre facette de ce que je peux faire, de ce que j'aime faire et de ce que Zidrou aime faire aussi, quoi. On en parlait tout à l'heure, le complexe du gros nez, non. L'envie de faire autre chose du gros nez, oui, de temps en temps, pour se divertir. Moi, j'aime bien passer d'une chose à l'autre. Et c'est une histoire qui pourrait se prêter aussi au noir et blanc, pour le coup, d'après ce que vous nous dites, là ? Très, très noir et blanc. Ah oui, on est justement en train de se demander si on ne va pas le sortir en noir et blanc carrément, parce que c'est très 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 noir et blanc, c'est très noir tout court. Et c'est pour Fluide aussi ? Non, c'est pas pour Fluide, parce qu'il manque le côté humour. Fluide, c'est quand même un magazine d'humour et de bande dessinée, et là, le côté humour, pour le coup, il n'y est pas, quoi. Ouais, oui, juste une petite question pour revenir un petit peu sur tes albums précédents et ton passé et ta bibliographie. Comment ça s'est passé, pas la reprise, mais le fait que tu reprennes un personnage de ton père qui était Choc. Comment s'est amené ce projet-là et est-ce que tu es au départ de ce projet-là et quelle est ta réaction à ça ? Mais en fait, tout a commencé le jour où mon père a arrêté Tif et Tondu. Le jour où il a arrêté Tif et Tondu, il m'a dit, bon écoute, tout ce qui est là, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça appartient aux éditions Dupuis. Les personnages de Tif et Tondu appartiennent à Dupuis. Mais il m'a dit, par contre, tout ce que j'ai créé moi, ça m'appartient. Et Choc m'appartient. Et il m'a dit, un jour, si tu veux, tu fais ce que tu veux, je te donne Choc. Et moi j'ai fait oui, merci, c'est très gentil. Et 20 ans plus tard, il m'a fallu 20 ans. 20 ans plus tard, je me dis, est-ce que j'ose ? Et j'en ai parlé à Stéphane Coleman, qui est un grand ami, et je lui ai dit, écoute Stéphane, qu'est-ce que tu en penses ? Lui, il adore aussi le personnage de Choc. Il m'a dit, oh oui, on peut faire quelque chose de formidable. Et bon, de ce moment-là, bien, on a mis en place le projet. Ça a mis 3 ans à peu près
pour que les premiers traits sortent, pour que le scénario s'écrive et que tout se mette en place, quoi. Et puis après, ça a suivi son cours. Mais c'est une bande dessinée assez particulière, quoi, vu que c'est un personnage de mon père, que mon père n'est plus là, que je devais d'un côté respecter son travail et d'un autre côté créer mon personnage, enfin m'approprier le personnage et en faire quelque chose. C'est assez compliqué, quoi. C'est assez compliqué. Mais en fin de compte, ça a été quand même beaucoup de plaisir, beaucoup de souffrance, beaucoup de plaisir. Y compris avec Stéphane, mon scénariste, hein, à l'époque, c'était très dur parce que... En plus, ce qui est difficile, c'est que Choc, c'est vraiment le méchant dans l'histoire. Ah ouais. Donc, faire que le salopard soit le héros, c'est pas si facile que ça, quoi. Ah, non, c'est pas facile du tout. Hein. Il faut arriver à rester, à garder quelque chose d'attirant dans le personnage. Donc, il faut pas le détruire trop. Puis d'un autre côté, il faut pas oublier que c'est une crapule finie, quoi. Et qui est capable de tuer des gens gratuitement, quoi. Donc, c'est assez particulier à développer. Et Coleman a très très bien amené ça. Il a vraiment très bien développé le truc. Et puis voilà, quoi. C'est maintenant trois bouquins super. Et puis je suis passé à autre chose. Voilà. Oui, t'es pas du style à faire des grandes séries non plus. Bon, il y a eu 421, il y a eu une dizaine de tomes de mémoire, 10, c'est ça Ouais. À un moment donné, on se dit on a fait le tour de la question, on passe à autre chose, ou on veut pas rester dans cette routine d'avoir toujours les mêmes personnages. À chaque fois, ce sont entre guillemets les choses de la vie qui font que ça s'est arrêté. Ce n'est pas une décision de ma part si j'ai arrêté Choc. Ce n'est pas une décision de ma part si j'ai arrêté 421. Mais j'ai pas de regret parce qu'à chaque fois qu'un projet s'est arrêté, il y a autre chose derrière, quoi. Et à chaque fois, il y a une remise en question. Quand 421 s'est arrêté, je me suis dit, est-ce que je ferais pas un truc comme j'aime en faire à l'époque. Je faisais beaucoup de croquis, de modèles vivants, je faisais des aquarelles et des choses comme ça. J'étais retrouvé Hervé de Singe à l'École des Savanes et je lui dis, tiens, je ferais bien un truc pour toi, hein, avec mes filles nues et tout ça. Et à l'époque, Gibra venait de sortir Pinocchia. T'as fait Robinson, c'est exactement, ça, oui. Et je lui dis, je ferais bien un truc avec Robinson, mais Crusoe, mais ce serait une femme, ce serait Robinson. Et il me fait, c'est dingue, j'avais eu l'idée, il n'y a personne qui veut le faire. Mais il m'a dit, mais si tu le fais comme tes dessins, tu vois. Et là, c'était là le défi, en fait. Les crobards que je lui montrais, c'était les crobards que je faisais à main levée. Et donc, je lui ai dit, ok, oui, donc je vais faire l'album comme ça. Et j'ai fait tout l'album, quasiment sans crayonner. Donc, je faisais une mise en place au crayon très légère des cases. Je prenais ma plume, je la trempais dans l'encre de Chine, je dessinais, je trais à l'encre de Chine, et puis hop, à l'aquarelle. Tout l'album est fait comme ça. Et ça, c'était un défi, c'est génial, ça, c'est excitant, quoi. Bon, je sais pas si je le ferai encore maintenant, mais à l'époque, j'avais 30 des ans, j'étais plein d'énergie et tout, et voilà. Ouais. Quand votre père vous donne Choc, justement, j'imagine, pour vous, c'est une grosse pression. Est-ce que vous vous dites, mais est-ce que je vais être à la hauteur ? C'est ça le problème, c'est de se dire, est-ce que je vais être... Oui, c'est là est le problème, c'est là que j'ai hésité justement pendant tant de temps et que même au moment où j'ai décidé de le faire, ça a encore pris pas mal de temps. J'ai un bête exemple, je commence à dessiner un Choc, j'essaie de faire un Choc à ma manière. Il a un home, donc un casque de chevalier, je commence à le dessiner comme mon père le faisait à la fin. Et puis graphiquement, je me dis, ça marche pas. Et puis je reprends, il m'a fallu tout un temps pour reprendre les tifs étendus de l'époque, de l'apparition de Choc, et de prendre en fait La Main Blanche, qui était le tout premier album où apparaît Monsieur Choc, de l'ouvrir et de tomber sur la première apparition de Choc, et je dis, mais c'est comme ça qu'il faut le dessiner. Mais entre-temps, j'avais passé 3 semaines à suer des gouttes comme ça pour trouver une manière de le faire. Donc c'est comme ça, c'est un... Et aujourd'hui... Je suis désolé, Fabre. Alors, très courte parce qu'on a déjà dépassé l'horaire. Ouais, alors vite fait. Tu as parlé tout à l'heure de Valtteri, qui est quelqu'un d'important pour toi. Ouais. Comment tu prends cette polémique permanente sur la bande dessinée bien pensante à chaque fois et tout ce qu'il y a eu autour de lui qui nous a, un petit peu navrés? La bande dessinée bien pensante. Mais je pense que les gens bien pensants ne doivent pas lire de bande dessinée.
tout simplement. Et puis, comme ça, il n'y aura pas de problème, quoi. Merci. Merci Très bien. Eric. Merci infiniment Eric Maltête d'être venu nous voir aujourd'hui. Fabrice, merci. On va se retrouver bientôt. Je rappelle les deux actualités. Donc c'est Fuck the Tourist avec votre complice Zidrou et puis encore avec Zidrou Hollywoodland avec cette édition alors là que j'ai moi en noir et blanc édition collector mais qui était encore disponible au Bulle de Vienne. Merci à tous les deux. Cette émission sera rediffusée lundi matin.